on va appeler tout de suite le professeur Molimar à nous rejoindre. Professeur Molimar, je me permets de vous présenter, donc pharmacologue, pneumologue, chef de service au CHU de Bordeaux. Vous êtes aussi président d'un think tank qui s'appelle les Ateliers de Gien, où des acteurs de la santé font des propositions sur des problématiques en lien avec les produits de santé. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, plus précisément, vous avez reçu mission de la part de la ministre de la Santé de proposer une stratégie de lutte contre l'obscurantisme et la désinformation médicale. Et vous allez remettre un rapport dans 3 semaines. Absolument. Ben, on vous écoute. Très bien, merci. Merci beaucoup, merci Madame la Présidente, merci à l'Ordre des pharmaciens de m'avoir invité à parler. C'est vrai que vous m'avez invité au mois de juin, si mes souvenirs sont bons. J'ai accepté, je n'aurais pas dû, parce que j'ai ensuite tout annulé, toutes les obligations, sauf venir aujourd'hui, dans la mesure où ça me semble vraiment important de parler aux pharmaciens qui sont des acteurs de terrain de première ligne sur la désinformation en santé. Et étant donné qu'on a un rapport à rendre après plus de 150 entretiens, à faire une synthèse en 3 semaines, ça va être un petit peu chaud, on est un petit peu à la mine. Donc le rôle des pharmaciens, ils ont un rôle majeur dans l'information, et je préférerais parler d'information plutôt que de désinformation, de lutte contre la désinformation. La lutte contre la désinformation, ça passe par une bonne information en premier, avant de lutter contre il faut informer correctement. Donc je suis pharmacologue, médecin, pneumologue, chef du service, président de la communauté médicale de Pellegrin. Mais ce lien d'intérêt, c'est ceux qui me payent, à savoir le CHU de Bordeaux Université, le think tank, c'est du bénévolat, de même que la société pharmaco-thérapeutique. Et donc cette mission qui m'a été portée, c'est du bénévolat également. Nous payons nos billets de train et notre informatique et nous n'avons aucun support. Je n'ai aucun lien d'intérêt direct ou indirect, parce que c'est juste pour amuser les informateurs, avec les fabricants de vaccins antiviraux et de traitement de la Covid, ce qui ne m'empêche pas de m'exprimer. Et je n'ai aucun revenu ou avantage personnel par l'industrie pharmaceutique. Tous les contrats qui peuvent avoir lieu sont faits avec mon université. On a tous une responsabilité sociétale, et en tant que président des ateliers de Gien, mais qui implique des médecins, des pharmaciens, des industriels du médicament, les agences. On a déjà travaillé pas mal sur la désinformation en santé. J'avais commencé en 2013 sur l'information, comment informer sur les produits de santé, ma thématique de prédilection. Et puis en 2023, on a fait un gros travail sur comment lutter sur la désinformation en santé avec Hervé Maisonneuve, que vous retrouvez et qui est associé avec moi et Dominique Costa-Guilliola dans la mission qui nous a été confiée par le ministre, c'est-à-dire celui il y a 3 fois, puisqu'on est au 3e ministre en 3 mois, et qu'on espère remettre à la ministre s'il est encore là à partir du 15 décembre. Et cette année, on a travaillé sur comment améliorer la littératie, c'est-à-dire l'éducation de la population sur les produits de santé, parce que c'est un vrai sujet. On peut parler, faire informer, mais si derrière les gens n'ont pas le minimum de culture nécessaire pour comprendre nos messages, eh bien on parle dans le vent, et donc ça sera un élément qui sera important à développer. Donc mettons-nous d'accord sur les définitions. D'abord, quand on parle de désinformation, il faut parler de ce qui est la désinformation fake news, qui est intentionnelle, dans une volonté de tromper. Alors, c'est un faux vrai, intentionnel, qui utilise maintenant des techniques de masse de diffusion, c'est plus seulement dans le bistrot, pour induire en erreur, cacher, travestir les faits, et ça profite, comme je le disais, du faible niveau d'éducation scientifique, et puis ça joue de manière formidable sur les émotions. Aussitôt qu'on fait marcher les peurs, les craintes, les angoisses, les colères, le cerveau s'éteint et on ne raisonne plus. On redevient un animal qui réagit comme il peut et on se fait manipuler facilement. Donc ça joue sur ces peurs, sur ces incertitudes, sur les notions de complotisme. Alors ce faux intentionnel, derrière, il va être transmis à des personnes qui ne vont pas le faire de manière intentionnelle, vont être convaincues, vont faire un faux involontaire, vont faire continuer à propager ces idées, mais c'est ce qu'on appelle de la mésinformation. Il faut un peu distinguer, là il n'y a pas d'intentionnalité, simplement que on raconte des choses qui ne sont pas vraies et on n'est pas forcément conscient de ça. Alors ça peut être à la fois la désinformation, une production d'une information qui est fausse factuellement, mais ça peut être aussi l'omission de la transmission d'une partie de message. Pas d'effet indésirable des médicaments, comme vous le savez en tant que pharmacien. Tous les médicaments ont des effets indésirables, ils ont quand même quelquefois des avantages.
Alors, donc ça, c'est un faux involontaire. Et puis encore une troisième définition qui est la malinformation. J'ai repris les définitions de l'OMS, mais sur lesquelles il y a une sorte de consensus, qui est utiliser du vrai pour disqualifier. Ah, vous travaillez dans tel laboratoire. Donc, par définition, tout ce que vous allez dire sur tout va être faux, puisque vous êtes disqualifié. C'est de la malinformation pour disqualifier et pour nuire. Alors, le constat, c'est que ça s'est amplifié, ça a toujours existé. Je vous rappelle les tableaux où on voyait la vaccination contre la variole avec la vaccine, où il y avait des cornes de vaches qui poussaient. Ces tableaux sont à Londres, cornes de vaches qui poussaient chez les gens qui ont été vaccinés par ce virus de la vache. Donc la transformation de l'ADN, ça existe depuis des siècles avec les vaccins. Et malheureusement, maintenant, c'est amplifié par les canaux de communication qui sont bien supérieurs à ce qui existait auparavant. Et ça jongle sur les mêmes mécanismes de manque de culture scientifique. Manque de culture, et il faut augmenter le niveau culturel de la maternelle jusqu'à l'EHPAD et de la maternelle jusqu'à l'ENA, parce que nos hommes politiques ont utilisé ces désinformations de manière un peu abusive pour se chamailler entre eux. D'ailleurs, c'est les seuls qui ne sont pas répondus à nos demandes d'interview dans le cadre de la mission sur la désinformation en santé, à part deux que l'on mettra dans le rapport. Alors, il y a beaucoup de fausses croyances, l'entrisme énorme que l'on voit arriver de pseudomédecine, et si vous allez vous promener dans la France, vous verrez des naturopathes à la place des médecins dans les cabinets de santé, vous verrez des pseudo-scientifiques qui n'en sont pas plus exactement et qui se font passer pour des scientifiques avec vas-y que je te fais de la réflexologie plantaire, de l'auriculothérapie, de la modification énergétique, tout ce que vous voulez. Et ces désinformations, ça contribue à faire de l'entrisme où la science disparaît petit à petit et une volumétrie importante, constante de développement des informations favorisée en plus par les craintes, les crises. Là encore, les réflexes de peur, de croyance et tout. La crise Covid était formidable pour ça, on va tous mourir. Donc par définition, quand on a peur pour sa vie, la désinformation marche formidablement bien. Mais c'est vrai au jour le jour, tous les jours, quand on a peur pour sa vie parce qu'on a un cancer, qu'on a une maladie pour laquelle la médecine n'a pas forcément une réponse facile, on va se tourner vers des solutions alternatives qui ne sont pas très scientifiques et voire qui peuvent au pire mettre en danger votre vie. Tout ça, dans un contexte où la parole publique pose problème. Elle est inaudible, en décalage par rapport aux attentes, de l'immédiateté. C'est vrai qu'on n'est pas capable de répondre toujours à tout immédiatement et que savoir dire « je ne sais pas », c'est difficile. Et puis c'est de là que les situations d'incertitude, nous on a des choses qui nous aident, qui sont d'abord ne pas nuire, ne pas se précipiter pour un médicament au motif qu'on n'a rien. Si on n'a rien, contrairement à ce que disait un ancien président de la HAS, si on n'a rien, on n'a rien à perdre. Si on n'a rien, on a à perdre la vie et la santé en utilisant des médicaments qui n'ont pas démontré leur intérêt. Donc il faut raison garder et c'est les faits, la science, notre expérience, notre profession qui nous permettent d'essayer de faire que l'on continue à défendre la santé publique face à une désertion de la science, de l'espace médiatique et des réseaux. La désinformation a beaucoup d'argent. Elle est très organisée. Elle est bien financée. Vous pouvez continuer. Des associations, je ne donnerai pas de nom, Bon Sens par exemple, à 2 millions d'euros en caisse. Donc derrière ça, ils peuvent faire des procès à tous les scientifiques qui vont se mettre pour essayer de remettre les faits et la science pour les faire taire. Procès Bayon. J'ai une amie qui a été très harcelée. Elle en est à 24 000 euros de dépenses d'avocat, parce qu'elle s'est fait vraiment, elle a perdu son boulot, etc., pour essayer de lutter contre la désinformation. Elle a 24 000 euros entre eux. Le premier procès, puis il y a eu appel, puis il y a eu cassation, parce que comme ils ont de l'argent, ça ne leur pose pas de problème, mais vous, à chaque fois, vous refaites le chèque. Donc il n'y a pas, les scientifiques, quand ils essayent de se défendre, c'est de leur poche. Alors certains ont la protection fonctionnelle, j'ai la protection fonctionnelle. Il y a probablement besoin d'avoir une aide des ordres et un soutien par les ordres. Il y a qu'on s'organise certainement pour mieux défendre ceux qui défendent les faits et la science, parce que nous sommes désorganisés face à des gens qui sont très bien organisés, avec des avocats, avec des communicants, avec de l'argent. Et derrière, ça finance, il y a beaucoup d'intérêt là. Alors les motivations, l'argent, premier, qui le bouquin, qui les stages, qui ce que vous voulez comme produit de perlimpinpin. La politique, c'est pas mal. Et les influences étrangères, vous aurez noté que sur certains domaines, on a eu des influences qui ont bien été tracées, jusqu'à des 50 000 euros qui étaient donnés à des youtubeurs et autres pour aller porter des informations sur tel ou tel vaccin.
de la déstabilisation, un danger pour la démocratie, les votes, la popularité, la renommée, enfin tous les moteurs qui font ce que l'on a. Et ça entre actuellement dans la société et ça remet vraiment en jeu notre vivre ensemble et notre société. Combien de familles se sont déchirées autour de la vaccination, combien se sont déchirées autour des médicaments dans la crise Covid. C'est un vrai danger pour notre vivre ensemble. Alors les acteurs, on est tous potentiellement acteurs. Les scientifiques, c'est le pire. Professionnels de santé, alors souvent vous remarquerez, quand il y a de la désinformation, ce n'est pas dans leur domaine d'expertise, c'est juste à côté. Parce que dans son domaine, on connaît les limites. On a des freins et puis on a sa crédibilité dans son domaine d'expertise. Donc on ne va pas aller désinformer tant que ça dans son domaine d'expertise. C'est qui un sociologue qui vous parlait de la spike protéine, okay, ou c'est, allez, je ne donne pas de nom, un virologue qui se met à faire des essais cliniques qu'il n'a jamais fait. Hein, donc d'ailleurs, il ne fait pas de randomisation parce que ça ne se fait pas, ce n'est pas éthique. Donc vous voyez, on est à côté de son champ d'expertise et on se met à désinformer. Moi, je ne suis pas allé parler de microbiologie. Les politiques, en responsabilité ou non, c'est pas nouveau. Hein. Vous savez que le nuage de Tchernobyl s'est arrêté aux frontières de la France. Les masques, ça ne sert à rien. Et voilà. Donc, il y a aussi ce besoin de rassurer, etc. Un petit côté paternaliste, qui a un défaut d'information, qui était fait une part de désinformation. Donc, il y a un vrai sujet. Chacun doit prendre ses responsabilités pour avoir un parler juste. Les médias, les réseaux sociaux, allons-y. Et puis, ça va jusqu'à l'influenceur. Vous vous souvenez de Booba avec ses 6 millions de followers qui commençait à insulter un collègue cancérologue. Alors, on a, en tant que professionnel de santé, un devoir d'exemplarité et de transparence. La désinformation par un professionnel de santé, c'est la pire qui soit. Les faits, tous les faits, rien que les faits. Alors moi, j'utilise volontiers l'acronyme parce que j'ai une petite mémoire, donc j'ai besoin d'avoir les choses un peu organisées. Donc j'utilise le mot défi, qui est au pluriel et auquel on rajoutera la recherche, avec un rôle sur la détection pour lutter contre la désinformation, détection et diagnostic, l'éducation, la formation, l'information et, in fine, les sanctions, parce que s'il y a des lois, si elles ne sont pas appliquées, ça ne sert à rien. Donc le diagnostic, d'abord, c'est identifier et détecter précocement toutes les désinformations qui circulent. Alors il faut des outils, il y a des systèmes de screening de réseau, ce n'est pas très développé. Pour l'instant, tout le monde fait chacun dans son soi sa petit système de détection. Nous, au niveau de la société de pharmaco, je vous en reparlerai, on fait notre suivi de littérature, des réseaux, etc. Mais il n'y a rien qui coordonne, rien qui s'agrège. On a chacun nos petits trucs sans travail collectif. Il y a besoin d'une modération des contenus par les hébergeurs, et ils ont un peu déserté, on parlera du DSA si vous voulez. Des besoins de signalement, et puis être capable d'anticiper une infodémie, déjà en informant correctement, et puis en luttant très vite contre la désinformation quand elle s'installe. Et Dieu sait qu'on sait quand elle va arriver. Chaque fois qu'on fait une campagne, qui ça soit pour les médicaments Beyfortus, les anticorps pour les enfants, ou que ce soit pour le vaccin HPV, vous savez que ou le vaccin Covid, quand on va commencer la campagne sur la vaccination Covid, 15 jours avant, les informateurs vont commencer. Donc on sait le timing pour beaucoup de choses où la désinformation va se développer. Donc il faut aussi développer la recherche pour mieux comprendre la désinformation. Le rôle du pharmacien, c'est être vigie, écouter ce qui se passe et faire remonter, alors il faut avoir par quel moyen, la désinformation et être capable de l'identifier. On pourra en reparler, mais ça c'est l'objet du rapport. Vous m'excuserez de ne pas vous remettre les conclusions du rapport aujourd'hui, je les réserve pour la ministre dans 3 semaines. L'éducation, on a un vrai manque d'éducation en santé. C'est le terreau de la désinformation en santé, et je pourrais rajouter même en sciences. Donc il faut monter le niveau de littératie en santé tout au long de la vie. Quand vous expliquez les événements indésirables graves d'un vaccin à quelqu'un qui ne sait pas ce que événement indésirable grave en termes de pharmacovigilance n'a pas le même sens qu'un effet indésirable médicalement grave, que si vous avez 24 heures de fièvre avec un arrêt de travail, c'est classé comme un événement grave en pharmacovigilance, voire un effet grave qui n'est pas médicalement grave. Hein? Et bien ça, vous avez le terreau de la désinformation parce que notre vocable professionnel n'est pas adapté à la littératie des personnes qui sont en face. Donc on a eu une transparence parfaite sur la pharmacovigilance dans la crise Covid, mais on a communiqué avec des gens qui en face ne comprenaient pas, donc ça a nourri la désinformation. Et donc il faut développer cette littératie, il faut être capable de parler correctement, il faut développer l'esprit critique. Il n'y a aucun dans le domaine qui est le nôtre, je me mets en tant que pharmacologue et avec mes collègues pharmaciens,
Il n'y a aucune culture médicaments. Allez à l'école. Regardez combien de fois on parle de médicaments à l'école. À l'école, on en parle pour les vaccins à propos de l'immunologie et la contraception à propos des sexualités. Le bénéfice, le risque, la pharmacovigilance sont des mots que personne ne connaît dans les écoles quand on sort d'école. Il n'y a pas aucune notion, aucune culture, qu'un médicament, par définition, ça a potentiellement des effets, ça a toujours même des effets indésirables. C'est un bonbon magique, formidable. Je pense que si on avait un peu plus de culture, on ne verrait pas des gens qui vous disent prenez ce médicament dans une autre indication, vous n'avez pas de risque, puisque dans une indication donnée, ça n'a pas de risque. Dans l'autre, ça n'a pas de risque, qui est une aberration au point de vue pharmacologique, puisque, comme vous le savez comme moi, le risque dépend de la personne à qui on donne le médicament, de sa pathologie, et donc de son indication. Donc là encore, les pharmaciens ont un rôle de première ligne dans l'acculturation. Alors ceux qui sont au comptoir en direct avec la population ont un rôle éducation, à défaut qu'il ne soit fait à l'école ou en périscolaire. Et donc ça doit avoir lieu tout au long de la vie. Transparence sans éducation, ça nourrit la désinformation. Formation professionnelle, bon, on ne va pas y passer des heures, c'est une catastrophe. Alors, vous avez le CESFARM qui travaille très bien, donc là, par contre, je vais aller défendre. Mais ce qui est le DPC, excusez-moi, ça ne répond pas. Nous, on avait fait une formation avec la société de pharmaco, on l'avait mis en place 2 mois avant le lancement de la vaccination Covid. Ça n'a pas été financé, il a fallu passer par l'agence du DPC. Ça a été mis en circulation 2 ans après. 2 ans après le début de la vaccination. Super, on a formé 50 personnes. Ouais, super, on a un truc qui est super bien fait en DPC sur la vaccination, vraiment complet, 50 formés, super. Je voulais que ce soit en accès libre, c'est un truc qui devait être accessible à tous les professionnels de santé. J'ai 2 heures devant moi, ou même un quart d'heure, je vais me prendre une petite vidéo, une petite capsule de 15 minutes pour me mettre au niveau, quoi. Donc on a besoin d'une formation professionnelle qui est réactive, accessible et gratuite, quelque part. Quand on peut le faire gratuitement dans les universités, ça doit contribuer à ça. Et puis, il y a des enjeux qui sont des fois importants, et il faut que ça soit possible, avec bien sûr une obligation de valider 1 fois par an, au minimum, une formation complète et formalisée, quoi. Donc, il y a besoin pour tous les personnels d'une formation, qu'elle soit pour le personnel médical et paramédical. Le pire, c'est qu'on sommes entourés qui de secrétaire médical, qui d'ambulancier, qui de brancardier, qui de préparateur en pharmacie, qui n'ont pas notre niveau de culture et qu'il faut qu'on contribue à former, parce que c'est eux qui distribuent aussi de la désinformation, en plus avec une blouse blanche, et peuvent appartenir au corps médical. Je citais l'exemple d'un préparateur en pharmacie dans une pharmacie où il n'y a aucun doute, ce n'est pas une anti-vax, elle fait de la vaccination Covid et tout. Son préparateur a dit à une de mes amis qui est allée là-bas, mais vous voulez vraiment le vaccin ARN, ça va changer votre ADN. Un préparateur en pharmacie dans une pharmacie qui vaccine contre le Covid. Si vous voulez, j'ai appelé la pharmacienne responsable qui est tombée de sa chaise, bien évidemment, parce qu'il faut qu'on fasse attention. Autour de nous, il y a des gens qui n'ont pas notre culture et qu'il faut former. C'est un défaut de formation. L'information, doit garantir la qualité. Il faut toujours avoir les sources, et puis les sources en plus de revues qui sont fiables, parce que maintenant, on voit apparaître dans la littérature beaucoup de revues prédatrices qui valent que rien. Il suffit de payer. Vous avez vu les petits jeunes qui ont publié qu'avec l'hydroxychloroquine, on pouvait réduire les accidents de trottinette. Il suffit de payer 500 €, c'est publié, il n'y a pas de problème. Donc là, vous avez tout qui sort, du à boire et à manger. Donc il y a les doyens des facultés de médecine ont mis en place une liste des revues de qualité sur lesquelles on s'appuyait, parce que faire des revues qui sont prédatrices, vous est exposé à des risques juridiques. Donc il faut dire celles qui sont correctes. S'assurer de la qualité des sources, qu'elles sont une validation correcte, collégiale, conseil scientifique, un comité de rédaction, une gestion des liens d'intérêt, bref, le b.a.-ba, et puis la cohérence avec l'état de la science. En fait, on avait évoqué ça depuis 2013, on l'a repris en 2023. L'idée, ce qu'on aurait besoin, nous tous, c'est d'avoir des sources qu'on contrôle à peu près, où on sache que c'est bien et que dedans on puisse aller avec de l'IA, accrocher ça pour que ça vous réponde dans le langage courant, qui pour des professionnels de santé, qui pour des patients avec un niveau de langage différent. Et il commence à y avoir quelques solutions qui apparaissent. Je pense pas faire de pub, MedGPT, c'est un de mes élèves, donc c'est là, qui a fait sa start-up. Ils ont un corpus de 90 sources qui sont validées, fiables, etc., dans lesquelles ils vont creuser. Mais je pense qu'on aura peut-être besoin d'avoir une agrégation des sites de confiance sur lesquels on pourra aller faire taper l'IA. Actuellement, les gens se renseignent sur ChatGPT, et je peux vous dire qu'il y a à boire et à manger. Quand Trump dit que le paracétamol donne de l'autisme, et le lendemain, vous savez, le jour même, ChatGPT leur prend texto. Il faut 2-3 jours pour que ça se corrige. Et donc, il faut vraiment faire très attention et avoir des sources fiables.
L'informer, c'est parler juste. C'est avoir des messages clairs, qui soient factuels et qui soient coordonnés. On n'a pas de coordination. Il faut hiérarchiser les messages, il faut communiquer avec les bons outils, avec le bon langage. Et puis il faut se former. On ne s'invente pas communicant. Les premières fois où je suis allé, parce que j'étais poussé par les collègues à aller parler à la télé, j'avais les genoux qui faisaient la chocotte pour quand j'ai l'habitude de parler en public, mais on n'est pas préparé à aller parler devant les médias. Ça s'apprend, ça se prépare. Hein, et donc il faut qu'on ait des formations pour ceux qui ont de l'appétence dans un domaine de compétences particulier, à être capable d'aller parler. Et il ne faut pas laisser l'espace médiatique au seul des informateurs. Il faut aller occuper le terrain. Donc il faut vraiment communiquer, mais par contre, il y a des règles pour communiquer. On ne parle que dans son domaine de compétences. Et on refuse d'aller parler en dehors de son domaine de compétences, parce qu'à ce moment-là, on a l'avis de Madame Tout-le-Monde et il faut enlever sa casquette de professionnel. Ne pas laisser l'espace médiatique au sol des informateurs, il faut occuper le terrain. Alors les sanctions, comme je disais, il n'y a pas de règles qui sont applicables si il n'y a pas de sanctions derrière. L'objectif, ce n'est pas d'appliquer les sanctions, on s'en fout, ce n'est pas l'objectif. Il y a des lois. Pourquoi est-ce qu'elles sont si peu appliquées? Pourquoi est-ce que la lutte contre le charlatanisme, ça existe. L'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie, ça existe. Il faut l'appliquer dans toute la dureté de la loi. Non pas pour l'appliquer tout le temps, mais c'est parce que si on l'applique de temps en temps, au moins on verra, ça va faire réfléchir deux fois. Actuellement, désinformer, ça ne coûte rien. Ça coûte beaucoup plus pour ceux qui essayent d'informer correctement. Les dérives sectaires, il y a eu l'article 4 qui a été introduit dans cette loi. Est-ce que la diffusion de fausses informations dans les médias peut être sanctionnée? C'est une vraie chose. On doit tous être concernés, on a une responsabilité. Alors, professionnels de santé, bien sûr, les ordres ont un rôle important à jouer. On a des modifications qui sont au niveau de l'ordre des médecins, qui a été un peu laxiste, je peux le dire. Et avec le changement de président, j'espère que ça va se faire mieux que ce qu'on a vu jusque-là. Avec toutes les difficultés que j'entends pour un ordre qui n'est pas forcément avec un conseil scientifique, mais il peut s'appuyer sur les académies, sur d'autres personnes. L'ARCOM, avec toutes les dérives qu'on a vues sur les... Je ne citerai pas Nouna ou autres personnes, si je les ai citées, mais ce n'est pas de l'information, c'est de la désinformation. L'ARCOM pourrait pouvoir agir face à ces promotions majeures de désinformation qui touchent des millions de personnes, quoi, sans contradiction. Bon, les agences sanitaires peuvent poser des articles 40, peuvent agir, elles le font, mais pas assez. Les hôpitaux, les universités, ils peuvent mettre des sanctions quand on a un professeur d'université qui se met à dire n'importe quoi en dehors de son domaine de compétences. Il ne respecte pas la charte de communication qui est de parler dans son domaine de compétences. Et donc, il pourrait être sanctionné et passer en conseil de discipline. Et la justice, on attend toujours. Le plus grand essai clinique... 30 000 personnes traitées par hydroxychloroquine, j'attends toujours. Le fait d'avoir eu ces internes à qui on a demandé de faire des prélèvements vaginaux avant et après les vacances, contre toute règle éthique minimale, écoutez, demandé par des personnes en dépendance, ses propres internes, j'attends toujours. Voilà, la justice met un certain temps, espérons qu'elle passe. Et que sinon, qu'elle trépasse. Donc, la désinformation, ça paye bien, mais ça, c'est sans risque, en fait. Il faut changer les choses. Alors, je vous donnerai l'exemple de ce qu'on a fait, nous, au niveau de la pharmaco. En fait, on n'avait pas du tout prévu, comme toute société savante, de parler au grand public. Ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas notre mission. On parlait à nos collègues qui a publié dans le Lancet, qui veillait à tel congrès à telle date. Et puis là, on s'est retrouvé face à une désinformation massive. Et donc, le 16 mars, on s'est dit, mais les gens vont faire n'importe quoi. J'avais des patients à ma consultation de pneumo qui me disaient, mais je vais arrêter les corticoïdes inhalés parce que le corticoïde, ça va favoriser le virus. Ouais, non, vous risquez de mourir de l'asthme si vous arrêtez vos corticoïdes inhalés pour asthme. Il faut continuer ces traitements. Donc, si vous voulez, il y avait une panique des gens qui étaient prêts à faire n'importe quoi. Donc, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. On a fait un groupe communication. Notre groupe communication s'est mis à parler au grand public. On a fait un comité éditorial toutes les semaines. On a fonctionné parce qu'avec les CRPV, les CEIP qui nous faisaient leur retour d'information et on donnait une information qui était validée, collégiale. C'est niveau CSP+, journalistes et médias, parce que parler au grand public avec un site internet, c'est un peu compliqué. Et puis nos moyens, c'était zéro. Donc on a fait une FAQ, plus de 200 questions, 5 millions de vues. Alors je ne vous le dis pas, bien sûr, c'est l'azithromycine, l'hydroxychloroquine qui sort en premier, bien sûr l'ivermectine et les vaccins, parmi les questions qui sont plus vues. Donc on appelait ça pharmacoville. Puis derrière, ça ne suffit pas. On s'est dit il faut qu'on communique plus sur l'ensemble des communications sur les médicaments. Donc on a regroupé l'ensemble des pharmacologues de CHU, un peu avec une orientation, une appétence pour la communication, avec une veille
active des réseaux, de la communication, on s'est fait des médias training entre nous, on a fait des boucles WhatsApp pour réagir et en fait maintenant je suis un rôle de chef de gare, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un journaliste appelle, je lui dis c'est un tel qui va parler de ça, c'est celui-là qui va être capable de parler de ça et je distribue les micros au sein du groupe de ceux qui sont capables de parler, chacun dans son domaine de compétences. Moi je suis pharmacologue pneumologue, je connais bien ça, je connais un peu les vaccins, mais en dehors, toute la pharmacologie, vous le savez, c'est très vaste, donc il vaut mieux se spécialiser dans un domaine où on a une expertise et on est capable de parler juste. Donc, conseil scientifique, toute une organisation avec bien sûr des réseaux qui se font et derrière, vous trouverez sur nos sites internet les pharmacofacts où on a, vous trouvez mes usages autour du bleu de méthylène. Avant qu'on commence, le bleu de méthylène, il y avait un médecin qui avait publié sur le fait que le bleu de méthylène, c'est formidable dans le cancer, sur des cellules in vitro, sur du in vitro, à des concentrations 50 ou 100 fois supérieures à celles qu'on pouvait avoir chez l'homme. Donc, si vous voulez, quand on a vu ça, alerté par un cancérologue, si ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser passer ça. On a appelé la société de cancéro qui a dit « Ah non, si on parle du bleu de méthylène, on va faire de la pub pour le bleu de méthylène. » Mais ça, c'est un raisonnement des années 90. Maintenant, les gens, ils vont sur Internet, ils trouvent ce ChatGPT, et ChatGPT disait « Le bleu de méthylène est un espoir dans le cancer. » Donc, quand on a vu ça, on s'est dit « C'est pas possible. » On a fait un pharmacofact en disant « Les concentrations ne sont pas possibles, c'est que du in vitro, il n'y a aucune donnée clinique, ça fait plus de 50 ans qu'on en parle, il n'y a toujours rien. » Ne pas prendre de bleu de méthylène. Réponse de ChatGPT maintenant, le bleu de méthylène n'a pas démontré son intérêt dans le cancer. Donc il faut nourrir l'IA, il faut donner de l'information, et cette information va être reprise par les IA pour corriger le tir. Et si on ne fait rien, on va se faire bouffer. Donc il faut vraiment être actif et agir. Donc l'autre sur l'oxycodone qui a été promu de manière indue avec trop de prescriptions, et puis d'autres multiples et variés pharmacoflash qui sont des petites réponses rapides, les dernières étant sur les protéines alternatives, parce qu'on voyait déjà arriver les erreurs de transcription pouvaient aller donner plein de choses et nous faire tous mourir, et donc on a essayé de remettre les choses au carré. Voilà, donc il y a beaucoup d'informations, mais je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives un peu partout et il faut qu'elles soient mises en valeur et mises en évidence. Donc en conclusion, le pharmacien, il a un rôle majeur, c'est un acteur de confiance, pharmacien d'officine, mais aussi pharmacien biologique, mais aussi pharmacien qui travaille dans l'industrie pharmaceutique, dans tous vos métiers. Vous avez une belle image et vis-à-vis des patients, c'est parle-en à ton pharmacien, c'est comme le médecin de proximité, il faut s'appuyer là-dessus. Le problème, c'est que moi, je me mets derrière le comptoir, j'imagine. Quand on vous a une fake news qui vient d'arriver, on n'a pas tout de suite la réponse. Donc, il nous faut un site de référence, quelque chose qui nous aide ou une réponse hyper rapide, on puisse tapoter 3 trucs et ça vous donne la réponse qui va vous aider à répondre parce que tout seul derrière son comptoir, on risque d'être perdu et de dire des bêtises. Donc, vous avez besoin d'aide. Donc, c'est un vigie de l'information en santé parce que les questions qui vont lui être posées traduisent la désinformation qui circule. Donc, il faut qu'il puisse déclarer un système où on puisse avoir une remontée des désinformations. Il faut qu'il soit capable de mettre en place les faits, la science, et là, il faut s'appuyer bien sûr sur la formation continue du pharmacien, mais aussi des personnes qui travaillent avec lui. La nécessité de travailler en réseau, on peut rien faire tout seul. Il faut valider les messages que l'on passe, il faut qu'il y ait la collectivité scientifique qui se mette en marche. On a besoin d'outils d'information, d'outils de veille réactifs. Et puis, il faut développer, parmi ceux qui ont envie de le faire, la juste parole, être capable de parler juste. Et ça repose sur l'expertise. Et puis, bien sûr, l'objectif, ce n'est pas de convaincre les désinformateurs. Ils sont achetés, ils ont d'autres choses à faire avec ça. Il faut convaincre les indécis, qui sont la majorité, qui ne sait pas trop à quel sein se vouer et lutter contre le fait que la science, ça n'a pas la même valeur qu'une opinion. Et qu'il faut remettre la science à sa juste place. Et la confiance, ça se gagne au goutte à goutte, par un travail de fond, et puis ça se perd en sot en disant trop bêtises. Et je vous remercie pour votre attention. Professeur Molimar, je vous invite à nous rejoindre. Venez vous installer avec nous. Et vous, n'hésitez pas à poser des questions, si vous le souhaitez, au professeur Molimar. Je sais, j'en suis sûr, que son intervention ne vous a pas laissé indifférent. D'ailleurs, on a déjà des questions. Mais oui, il y avait un moment où vous avez indiqué, vous avez invité le pharmacien à devenir vigie
et à faire remonter. Qu'est-ce que je fais, de quoi est-ce que je peux être le témoin dont il faudrait que je sois la vigie, et je fais remonter à qui? C'est justement. Alors, vous n'arriverez pas à nous faire. Ça marche très bien. Ça marche, oui. Vous n'arriverez pas à me faire dire les recommandations de notre rapport avant que je les remette au ministre. C'est bien tenté, et c'est clair que. Mais vous avez, c'est-à-dire que dans votre rapport, vous avez des solutions concrètes? On aimerait, en tout cas, on va avoir des propositions, et puis il y a certainement des choses à faire, parce qu'il faut qu'on ait un système, comme on a en pharmacovigilance. D'ailleurs, en pharmacovigilance, on l'a, le système de déclaration existe. Alors, si c'est sur le médicament, il y a déjà la pharmacovigilance qui peut faire cette remontée, mais est-ce qu'il faut d'autres systèmes? Parce qu'il n'y a pas que la pharmacovigilance à laquelle sont exposés les pharmaciens, ils sont exposés à tous ces soins ésotériques et autres. On va leur poser des questions sur tel naturopathe ou telle attitude qui ne sont pas très scientifiques. Donc là, je pense que il y a des moments où il faut s'alerter. Quand les gens vont abandonner leur traitement, ils vont vouloir arrêter leur chimiothérapie, et puis ils vont en parler autour d'eux, puis ils vont en parler aux pharmaciens, en essayant d'avoir une sorte d'accord quelque part, par le non-dit éventuellement, ou vers apport explicite. Ils cherchent à avoir quelque chose comme information en retour, et là le pharmacien doit remettre les faits et la science, et puis être capable de faire remonter, si c'est des choses qui sont inquiétantes, et des mouvements auprès des autorités, d'une manière ou d'une autre. Donc des canaux vont peut-être se construire. Voilà. Madame Wolfthal, comment est-ce que vous réagissez à l'intervention du professeur Molimar? D'abord, un grand merci, monsieur le professeur, parce que d'abord, on voit la passion que vous avez, et l'enthousiasme et l'investissement que vous mettez à lutter contre cette désinformation, et c'est effectivement un problème auquel les pharmaciens sont confrontés. Donc, c'est dommage, parce que j'ai que des questions dont j'imagine que la réponse est dans le rapport. Donc, je vais refaire une tentative, on ne sait jamais, d'avoir des bribes de réponse. Mais comment rendre plus lisible la parole institutionnelle, notamment? On a parlé de la défiance, effectivement, face aux autorités. Comment faire regagner la confiance dans cette parole scientifique auprès du grand public? Ça n'est pas qu'une question de moyens, ou bien si, c'est vraiment une question de moyens? Je pense qu'il faut s'appuyer sur la société civile. C'est-à-dire qu'on a trop tendance en France à faire l'ORTF, on va vous expliquer, et puis vous écouterez dans une vision, excusez-moi l'anglicisme, top-down. Les sachants vont expliquer à la plèbe. Ça ne marche pas, ça, hein. Ça crée des anticorps, c'est tout ce que ça fait. Donc on a beaucoup d'acteurs de terrain, les pharmaciens, les médecins, les professionnels de santé de la base, mais après il y a des universités, il y a des sociétés savantes, il y a plein d'acteurs qui sont très mobilisés là-dessus. Il faut leur donner la parole et mettre en avant leurs paroles. Et donc en fait on agrège ces paroles qui se rendent visibles. D'abord, ça va déjà aider, parce que ça va s'exprimer de manière différente, et un même message qui va être passé, qui par un ministre, qui par un communicant du ministère, ne va pas être perçu forcément avec le même niveau par son pharmacien personnel, ou par son médecin, ou par quelqu'un de l'université, ou autre. Ce ne sera pas la même chose, or c'est le même message. Donc il faut multiplier les acteurs, et puis la confiance, ça se gagne, comme je disais, au compte-gouttes, petit à petit. Et une grosse boulette, eh ben vous repartez 5 ans en arrière. Donc on n'a pas le droit de mentir. On n'a pas le droit, quand on est en responsabilité, de cacher une partie de la vérité parce qu'elle dérange un petit peu, qu'on n'est pas sûr comment elle va être interprétée. Il faut être transparent, par contre il faut l'accompagner de pédagogie, et ça nécessite d'avoir un travail de fond beaucoup plus en amont, et ça va mettre du temps sur l'éducation. Et puis j'ai une deuxième question, si vous me permettez. Ne croyez-vous pas aussi que les difficultés d'accès aux soins dont souffrent nos concitoyens, c'est aussi le terreau j'allais dire charlatans, ou en tout cas de pseudo-sciences et pseudo-médecine, parce qu'on peut tout à fait comprendre le désespoir de certaines familles atteintes de pathologies plus ou moins lourdes d'ailleurs, mais qui se tournent vers ces pseudo-soignants, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix ou pas d'accès à une médecine ou à des soignants de qualité et dûment formés. Et il me semble, mais vous allez peut-être me confirmer ou m'infirmer, que
on a des progrès aussi à faire dans l'accompagnement de nos patients et l'accès aux soins. C'est un vrai problème avec les déserts médicaux. L'accès aux soins n'est pas facile. Avoir un rendez-vous chez son médecin, ce n'est pas toujours facile. On a discuté même avec les représentants des maires des communes rurales, donc aller jusque dans les petites villes dans le cadre de notre mission. Et c'est vrai que dans les villages ou autres, des fois il reste encore un pharmacien qui est là, même presque plus de médecins, ou un cabinet qui a été mis, qui en fait n'a plus de médecins dedans, mais des soignants parallèles, si vous voulez, parce qu'ils sont contents d'avoir quelqu'un qui va venir les écouter. Et ça veut dire qu'on déserte. La science et la santé en train de déserter les communautés. Après, il ne faut pas s'étonner qu'ils soient sensibles au discours des charlatans. Et heureusement, il reste encore un maillage territorial assez correct des pharmacies, mais il faut le défendre. Hein, et le rôle est d'autant plus important pour ces pharmaciens qui sont les derniers remparts de la science. Donc, oui, on a un vrai sujet là-dessus. Alors, on vous demande, on vous rappelle quelques petites crises. On cite le Mediator, le Levothyrox, la Dépakine. Comment restaurer la confiance des patients dans le médicament et dans l'information scientifique après des crises comme ça? C'est ça que vous appelez des boulettes qui nous font revenir 5 ans en arrière? C'est un peu plus qu'une boulette, voilà, excusez-moi, c'est un boulet même. Oui, c'est ça. Et ça fait revenir 5 ans en arrière, ça, à chaque fois. Ah ouais, c'est même plus que 5 ans, puisque c'est le Mediator, excusez-moi, mais le Mediator, c'est un scandale absolu. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont été impliqués. Bon, il y a eu des procès, je ne vais pas y revenir à juste titre, mais qu'est-ce qu'il faut ramer derrière pour remettre les choses correctes, hein? Donc et ceux qui sont à l'origine de ça ont une responsabilité majeure, bien au-delà, bien évidemment pour les patients qui ont souffert de ces pathologies, mais aussi sur la société et sur notre perception de la santé. Levothyrox, le changement de formulation ne posait aucun problème, et il fallait le faire. Le problème, c'est la manière dont ça a été présenté. Donc là, la boulette a été une boulette de communication. En Belgique, il n'y a eu aucun problème. Parce qu'ils ont dit, c'est une nouvelle formulation, allez voir votre médecin et refaites des dosages, s'il y a besoin, de vos hormones thyroïdiennes, pour adapter le traitement, mais ce traitement était meilleur. On ne l'a pas expliqué parce qu'on a fait de la désinformation, parce qu'on se dit, on ne va pas inquiéter les gens, c'est toujours pour des bonnes raisons, sauf qu'elles sont mauvaises, et qu'on ne va pas faire. Alors le dernier, je ne sais plus lequel c'était. Vous parlez de la Dépakine. Ah ben Dépakine, bon, ça, c'est un vrai sujet également. Ça fait longtemps qu'on sait que la Dépakine peut donner des atteintes du tube neural. On sait aussi que les atteintes que ça peut avoir au niveau du spectre autistique. Et c'est vrai qu'on a mis du temps et c'est le retard à l'information qui pose problème. Donc il faut, aussitôt qu'on a une information, la faire savoir, l'expliquer. Et ça fait partie de la responsabilité. On n'a pas le droit de mentir. Est-ce que les publicités pour certains produits de santé, je ne sais pas de quelle publicité on parle, ne participent pas à la destruction de cette confiance vis-à-vis des professionnels de santé? Il y aurait des publicités pour des produits de santé qui poseraient problème? Si je me lâche... J'entends des oui à ma droite et par ici. Si vous voulez, quand je vois un laboratoire, UPSA pour ne pas le citer, qui propose un bracelet qui est censé vous donner de l'énergie, etc., je ne sais pas si les représentants d'UPSA, faites le ménage chez vous, les pharmaciens responsables. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'on vous donne un bracelet super dans une étude ouverte sur la douleur, qui fait 0,3 points quand le seuil de significativité clinique est à 1 point, que ça fait, parce qu'il y a un petit p significatif avec 0,3 pour peu qu'on mette suffisamment, que c'est une avancée thérapeutique. Non, c'est de la désinformation, c'est n'importe quoi. Disons que c'est un placebo, c'est très utile le placebo dans la douleur, mais je cite cet exemple. Et quand je vois une pharmacie qui propose un vaccin homéopathique contre la grippe, non, on ne peut pas. On doit s'élever et dire non, c'est un scandale, parce que les gens ne vont pas se vacciner contre la grippe en pensant qu'ils sont protégés par ce vaccin homéopathique. On a tous une responsabilité, il faut crier non. Madame Vostal faisait référence à votre énergie. Elle est bien présente et elle fait du bien. Elle fait du bien, on l'applaudit cette énergie, vous avez senti. Disposer d'une base de données fiable, c'est avoir un référentiel, je suppose, incontestable. Il y a écrit contestable, mais je pense que c'est incontestable. Bon, on a tant qu'à faire. Cependant, comment aller chercher les patients qui refusent une information qui sera considérée comme officielle?
Bah, c'est du temps. C'est du temps. C'est du temps. Moi, j'ai une patiente, c'était pas une patiente, c'était une IBOD au bloc opératoire qui était formidable. Une infirmière, une IBOD qui est dans les blocs opératoires. Le chirurgien m'appelle en disant « Mathieu, je suis très embêté parce qu'elle ne veut pas se faire vacciner, elle va être radiée, elle ne va pas pouvoir continuer à exercer alors qu'elle est formidable. » Donc je lui ai dit écoute, qu'elle vienne me voir. Donc j'ai discuté avec elle, ça m'a pris 1 heure. 1 heure pour démonter un discours anti-vax. 1 heure, mais on ne peut pas faire ça tout le temps, mais petit à petit, voilà. Et l'engrenage qui a déclenché, c'est, elle me dit, mais pourquoi est-ce qu'on injecte un ARN? Je lui dis, mais vous savez, le virus, il injecte un ARN. Ah bon? Le virus injecte un ARN. Donc, elle est dans notre corpus, si vous voulez, scientifique, mais elle n'a pas les données scientifiques et elle n'avait pas réalisé que les virus, ça pouvait injecter de l'ARN et qu'en fait le vaccin refaisait la même chose, sauf que c'était contrôlé avec seulement pour un ARN pour un peptide et pas non plus pour les 16 peptides du virus. Ça m'a pris 1 heure. Au bout d'1 heure, elle est partie déstabilisée. Au bout de 15 jours, elle s'est fait vacciner. Voilà. Donc ça prend du temps, mais il ne faut pas lâcher. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être tous là à se mobiliser, parce que petit à petit, un par un, on arrive à regagner de la confiance et de l'information. Mais c'est un travail de Romain. Mais il faut le faire tous ensemble. De bénédictin. Comment réagir quand la désinformation vient d'un autre professionnel de santé, pharmacien, kiné, infirmier, médecin? Tout dépend du niveau de désinformation, mais je pense que il y a soit c'est au sein de si c'est un professionnel de santé qui est au sein de son équipe, il faut déjà parler avec lui, mais sinon après il y a des ordres qui existent et il faut faire appel aux ordres si c'est une désinformation qui est avec une mise en danger de la vie des patients ou de leur santé. On a une responsabilité vis-à-vis des patients, mais il faut qu'on y aille dans toute l'entièreté, sans honte. Il y a des brebis galeuses dans toutes les professions. Et il faut faire le ménage, c'est le rôle des ordres, mais pas uniquement, c'est notre rôle à chacun d'aller expliquer les choses, voilà, simplement. Et c'est souvent des gens qui ont qui se sont laissés convaincre. Ce n'est pas forcément des désinformateurs au sens que je donnais la définition, c'est qu'ils ont eu une information qui était mauvaise, qu'ils ne l'ont pas bien analysée, ils sont partis dans la mésinformation, voire le complotisme, ce qui est encore pire. Et il faut qu'on réagisse, il faut qu'on ne laisse pas nuire. Voilà. Alors, qu'est-ce que les ordres sont là pour justement la discipline, lutter contre l'exercice légal de la médecine, ce genre de choses-là. Pardon, la pharmacie. Et alors, ça fait 2, oui. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses que les ordres pourraient faire? Déjà, ils pourraient faire ce qu'ils ont à faire. Donc, il ne faut pas laisser passer des choses quand on voit des discours. Bon, alors, certains bougent, mais j'ai donné des exemples tout à l'heure, des gens qui n'ont pas été encore sanctionnés par l'ordre, et qui ont fait des choses absolument inadmissibles, non éthiques, voilà. Donc, il ne faut pas... j'ai eu la chance de connaître Lucie Aubrac, et elle disait « Il ne faut pas accepter l'inacceptable. Nous ne devons pas accepter l'inacceptable. » Alors, il ne faut pas accepter l'inacceptable, mais ça peut être associé à un coût qui est très élevé, comme il faut aussi se protéger soi-même. Quand vous parliez de cette collègue qui a perdu son emploi à 23 000 € d'avocat. Voilà, c'est là là encore, je ne vais pas vous donner des recommandations, mais c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à défendre ceux qui défendent la science et faire inverser le rapport de force où actuellement, ceux qui ont la force, ceux qui ont les moyens, ceux qui ont les avocats, ceux qui ont les communicants, c'est des informateurs. Donc, et ils ont l'argent. Ils ont l'argent, donc il y a quelque chose à faire du côté financier. Par définition, il faut trouver les moyens. Il faut trouver les moyens. Il y aura, mais bon, vous connaissez l'état actuellement des finances, donc c'est pas forcément là-dessus qu'on mettra le plus de poids parce qu'on sera pas entendu, on va avoir un blocage. Il n'y a pas que l'argent, on peut s'organiser. Vous savez, il y a la protection fonctionnelle. Moi, j'ai profité de la protection fonctionnelle de mon université. C'est quoi la protection fonctionnelle? C'est fait que tout fonctionnaire peut être protégé par son institution quand il est attaqué dans le cadre de ses fonctions. Moi, en tant que professeur de pharmacologie, j'ai essayé de porter la parole sur l'utilisation des vaccins, sur l'utilisation des médicaments. Et à ce titre-là, j'ai eu des menaces de mort, j'ai eu du harcèlement, etc. J'ai la protection de mon université qui me permet de prendre un avocat pour pouvoir me défendre. Voilà, mais vous vous retrouvez seul quand même. Vous êtes seul parce que on va... Seul avec votre avocat?
Voilà, et puis c'est un autre monde, on ne connaît pas ce monde-là quand Oui. on n'est pas formé pour ça, donc on n'est pas dans le même rapport de réactivité, etc. Donc il faut certainement qu'on aide les professionnels de santé et qu'on les soutienne. Alors les ordres peuvent les soutenir, le président de l'ordre des médecins a dit qu'il s'associerait aux plaintes qui sont portées pour défendre les médecins qui sont attaqués injustement. Je pense que je ne sais pas les positions de l'ordre des pharmaciens, mais je pense qu'ils peuvent aider. Voilà, je laisserai la présidente en parler. Ah ben voilà. Donc en effet, l'ordre des pharmaciens agit pour, sur juste ce que vous venez de dire, accompagner notamment les présidents de chambres de discipline, les présidents de région ou tout président qui se font malmener, en effet, quand ils osent porter plainte contre un pharmacien qui, en effet, aurait divulguer des informations. Ça s'est vu beaucoup pendant la période Covid où les pharmaciens ont été beaucoup victimes d'attaques par des antivax, et l'ordre est aux côtés de ces pharmaciens pour les accompagner en se portant partie civile notamment et apporter le soutien nécessaire à ces pharmaciens. Mais en effet, l'ordre agit. D'abord contre les pharmaciens qui sont inscrits au tableau de l'ordre, et puis ceux qui ne sont pas inscrits au tableau. On a l'exercice illégal de la pharmacie, dont on a la conférence juste après, donc je ne vais pas dévoiler les sujets qui vous seront présentés, mais l'ordre est garant de la qualité de l'information transmise aux pharmaciens. Vous avez cité le CESPHARM, je vous en remercie. Le CESPHARM, Medispar, que tout le monde connaît, la démarche qualité officine avec les bases référentielles. Donc l'ordre fournit cette information de qualité scientifique validée pour que les pharmaciens soient en effet outillés. Et puis, on l'a un peu évoqué ce matin, il y a le code de déontologie. Qui dit clairement, en effet, et qui sera d'ailleurs renforcé dans sa nouvelle version, sur justement l'obligation de la diffusion d'une information fiable pour lutter justement contre le charlatanisme. Bon, c'était déjà dans le précédent code, mais là, ces obligations sont renforcées dans le nouveau code, avec à la clé des possibles sanctions disciplinaires. Là encore, Catherine en a cité quelques exemples ce matin, et sanctions qu'on rend publiques pour justement donner un peu à faire savoir qu'on ne dit pas n'importe quoi quand on est pharmacien inscrit au tableau de l'ordre. Voilà, donc il y a aussi des partenariats que l'ordre a fait avec notamment la Mivilude, pour lutter contre justement toutes ces dérives sectaires. C'est une mission interministérielle contre absolument, les sectes. Absolument. Donc nous travaillons avec la Mivilude, et là encore le CESPHARM met à disposition des pharmaciens tous les outils en lien pour justement lutter contre toutes ces dérives sectaires. Donc l'ordre agit et est de plus en plus présent sur l'ensemble de ces sujets pour alerter les pharmaciens et leur rappeler leur rôle primordial de vecteur d'information auprès du grand public.